Les Mérovingiens, rien que ce nom, ça évoque souvent une image bien précise, celle des fameux rois fainéants, les derniers souverains d'une dynastie en pleine décadence. Mais cette réputation, est-ce qu'elle est vraiment méritée? Allez, on va plonger ensemble dans la véritable histoire de la toute première dynastie des rois francs. Voilà, tout part de là. Cette description, écrite par le biographe de Charlemagne, a littéralement forgé notre vision des Mérovingiens pendant des siècles. C'est l'acte de naissance du mythe des rois fainéants, une image de souverains totalement impuissants qui ne sont plus qu'une façade pour un pouvoir qui leur a déjà échappé. Et c'est la grande question finalement, parce que derrière cette caricature se cache une histoire bien plus complexe, bien plus brutale même, une histoire de conquêtes sanglantes, de rituels de pouvoir étranges et de guerres familiales qui ont littéralement forgé le royaume des Francs. Pour bien comprendre comment tout ça s'effondre, il faut revenir au tout début. Et leur ascension, croyez-moi, elle est tout sauf paresseuse. Ça commence avec un chef de guerre, d'une ambition et d'une cruauté sans limite. Regardez un peu cette chronologie, c'est assez parlant. En à peine 20 ans, Clovis, qui partait d'un tout petit territoire, a réussi à unifier par la force la quasi-totalité de la Gaule. Ce n'est pas l'œuvre d'un roi feignant, on est d'accord, c'est celle d'un bâtisseur d'empire implacable. Et là, on assiste à un coup de génie politique. Son baptême n'est pas seulement un acte de foi, loin de là. C'est une décision hyper stratégique. En adoptant la religion de la majorité de ses nouveaux sujets, les Gallo-Romains, il soude son royaume et s'offre un allié de poids, l'Église. Maintenant, on va aborder un aspect un peu plus particulier, un aspect qui a beaucoup contribué à leur étrange réputation, leurs coutumes. Ces traditions, qui ont plus tard été tournées en ridicule, étaient en fait au cœur même de leur pouvoir. Leur fameuse chevelure longue n'était pas du tout un choix esthétique. Non, c'était bien plus que ça. C'était l'incarnation physique de leur droit divin. Pour les Francs, ces cheveux longs étaient le signe visible de la force, de la chance, du chahil qui animait la dynastie. Pour le dire simplement, un roi tondu n'était plus un roi. Point final. C'est vrai que ces rituels peuvent nous paraître un peu étranges aujourd'hui. L'élévation sur le bouclier, c'était l'adoubement par l'armée, la reconnaissance des guerriers. Le fameux char à bœuf, celui dont on s'est tant moqué, en réalité, c'était un rite de fertilité très ancien et très puissant. Chaque geste renforçait une autorité qui était à la fois sacrée et guerrière. Mais il y a une faille énorme dans ce système de pouvoir. Une tradition qui va, de génération en génération, semer le chaos et conduire la dynastie tout droit à sa perte. Et voilà le problème. Le voici. À la mort d'un roi, le royaume n'était pas transmis à un seul héritier. Non, il était partagé, comme une simple propriété privée, entre tous ses fils. On imagine tout de suite les conséquences, n'est-ce pas? Des frères avec la même légitimité qui deviennent instantanément des rivaux mortels. Et le résultat? Eh bien, il est d'une brutalité inouïe. Pendant un demi-siècle, la rivalité entre deux reines, Brunoy et Frédégonde, a plongé le royaume dans une guerre civile d'une violence. C'est une véritable série noire. Assassinats, complots, exécutions. Ces partages successifs ont nourri une spirale de violence au cœur même de la famille royale, épuisant ses forces et ses richesses. Et forcément, cette guerre civile permanente, ça crée un vide. Alors que les rois sont occupés à s'entretuer, un nouveau pouvoir émerge discrètement dans l'ombre du trône, prêt à ramasser les morceaux. Le maire du palais. Retenez bien ce titre. Au départ, ce n'est qu'un simple intendant, le chef du personnel du palais. Mais dans un royaume affaibli par les divisions, celui qui contrôle l'administration, l'argent et les soldats, eh bien c'est lui qui contrôle tout en réalité. Le transfert de pouvoir est de plus en plus flagrant. D'un côté, le roi conserve les symboles, la chevelure, les rituels, mais de l'autre, le maire détient la réalité du pouvoir, la gestion du royaume, le commandement des armées, le contrôle des finances. C'est un peu comme si l'un avait le titre et l'autre tout le reste. Et il y a une famille, une seule, qui va maîtriser ce jeu de pouvoir à la perfection, les Pipinides, qui deviendront plus tard les Carolingiens. De père en fils, ils vont verrouiller le poste de maire du palais, le rendre héréditaire. En fait, ils créent une dynastie dans la dynastie, juste sous le nez des rois qu'ils sont censés servir. L'année 732, c'est le grand tournant. À la bataille de Poitiers, le maire du palais, Charles Martel, repousse une invasion. Cette victoire militaire éclatante lui donne un prestige immense. Il est le sauveur du royaume, le véritable maître des Francs, même s'il ne porte toujours pas la couronne. Après Charles Martel, la situation ne pouvait plus durer. La comédie avait assez duré. Les maires du palais avaient le pouvoir, la richesse et le prestige. Franchement, il ne leur manquait plus que la couronne. Le coup d'État de 751, c'est presque une formalité. Pépin le Bref, le fils de Charles Martel, est malin. Il pose une question simple au pape. Qui doit être roi? Celui qui a le titre ou celui qui a le pouvoir réel?
Avec la bénédiction de l'Église, il dépose Childéric III. Et l'acte final est terriblement symbolique. On lui rase la tête, mettant fin, d'un coup de ciseau, à des siècles de légitimité des rois chevelus. Et c'est là que tout s'éclaire. C'est ici qu'on boucle la boucle. Pour justifier leur coup d'État, les nouveaux rois, les Carolingiens, devaient absolument délégitimer les anciens. Alors, leurs chroniqueurs ont tout simplement réécrit l'histoire. Ils ont construit de toutes pièces cette image des rois fainéants, transformant les anciens rituels sacrés en symboles de paresse et d'incompétence. C'est de la propagande, pure et simple. L'histoire des Mérovingiens est donc un puissant rappel que le récit historique est souvent une construction, parfois même une arme politique. Et ça nous pousse à nous interroger, combien d'autres vérités historiques ne sont en réalité que le récit des vainqueurs? C'est une question qui mérite d'être posée.